Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute! Co-fondatrice de l'agence Santa Blabla et hôte du podcast On the Verge, que je vous recommande d'ailleurs vivement, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Anne-Laure Parmentier à mon micro sur le podcast Imperfection. À 13 ou 14 ans, alors qu'elle a grandi sur le continent africain, Anne-Laure rentre en France et se confronte pour la première fois aux dictates de la minceur. Alors comment continue-t-on à cultiver sa personnalité et à ne pas avoir de rapport esthétique à son corps alors qu'à l'adolescence, une prise de poids importante entraîne un premier régime? Comment arrive-t-on à bannir le mot s'assumer de son vocabulaire quand on ne fait pas une taille 36? Et comment fait-on le deuil d'un corps sculptural? Avec Anne-Laure, on a parlé de la grossophobie ambiante dans le métier de la communication, de l'influence du patriarcat dans les rapports de séduction, de l'importance de sa grossesse dans sa décision de faire la paix avec elle-même. On a aussi évoqué les marques qu'elle boycotte parce qu'elle refuse d'avoir la discussion de la taille et au contraire de celles qui œuvrent au bien-être des femmes. Et puis surtout, elle m'a confié à quel point la révolution body positive l'a plus que jamais aidée dans la distanciation avec son corps, sur laquelle elle travaille depuis des années, et comment la valorisation des corps invisibilisés jusqu'à présent dans l'espace public a considérablement modifié sa manière de s'habiller. Merci Anne-Laure pour ce partage aussi passionnant qu'éclairé. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi, mais vous savez quoi ? J'en suis sûre. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection. Eh ben, je suis ravie d'y être. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ça C'est fait vrai. 7 ans qu'on se connaît. C'est quand je suis arrivée à Paris et que tu enseignais en communication. Exactement. Tu n'as pas changé, donc j'aime à croire que moi non plus. Exactement. On va garder cette image. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, où tu vis, tout ce que tu as envie de nous dire? Alors, je m'appelle donc Anne-Laure. J'ai 37 ans cette année. Il faut que je l'assume, hein. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu arrêtes de compter, tu vois. Surtout que là, en plus, on a vécu quelques mois un peu turbulents, donc on a décidé de plus vieillir. Écoute, on s'est rencontrés à l'EFAP où j'enseignais de la communication. Et effectivement, c'est une école que j'ai faite. Je suis directrice d'une agence de communication qui s'appelle Santa Blabla, que je co-dirige avec mon associé, Mouna. Et donc ça, c'est voilà, le pan professionnel de ma vie. C'est effectivement gérer cette entreprise, cette agence avec des salariés qui sont extra, des clients qui le sont tout autant. C'est faire ce que j'aime, c'est-à-dire ce métier que maintenant, ça fait un petit bout de temps que je le fais, une quinzaine d'années. J'enseignais à l'époque, ce n'est plus le cas. Depuis, voilà, mon chemin professionnel a un petit peu changé. Comme tu le sais, j'ai aussi un podcast qui s'appelle On the Verge et qui traite de la sexualité masculine. Que te dire d'autre? Ce que je t'expliquais, c'est que je vis entre le sud de la France, la Drôme provençale et Paris depuis 3 ans maintenant, où j'y ai installé ma famille. Je suis parisienne de cœur, j'ai grandi à l'étranger. Donc c'est vrai que j'ai une vie où j'ai eu la chance de voir du pays, notamment le continent africain. Ah, super, je savais pas. Tu savais pas? Non. Et voilà, je sais pas quoi trop te dire. C'est difficile toujours de se présenter parce que on a plusieurs choses qui nous viennent à l'esprit, mais je sais pas si c'est assez pour toi. C'est déjà très bien. Est-ce que tu peux me parler de ta relation avec ton corps? Je commence fort. Ah yes. Alors c'est vrai que quand tu m'as parlé du podcast, moi comme tu le sais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le rapport à soi, le rapport au corps. Dans justement le podcast que j'anime, alors c'est avec des hommes, mais effectivement on parle aussi du rapport au corps, qui est très intéressant aussi sur ce pan-là, la masculinité, le rapport au corps des hommes. Notre société a dessiné un autre chemin pour eux, mais finalement ils se rejoignent un peu comme beaucoup de choses, comme beaucoup de sujets.
Le rapport au corps, c'est quelque chose qui évolue beaucoup dans la vie. Je fais partie, je pense, des femmes qui ont un rapport au corps qui est à la fois, et ce que je vais te dire est particulier, à la fois distant et en même temps complexe. Pourquoi distant, pourquoi complexe? Distant parce que je n'ai pas du tout été élevée dans l'idée que la beauté était importante. Ok. Comme voilà, je te l'expliquais, j'ai grandi en Afrique et là-bas le rapport au corps est tout autre. Oui. Il est très charnel, très sensuel, mais pas très sexuel. Le rapport au corps là-bas, parce que les corps sont dénudés, parce qu'il fait très chaud, etc. Tu vois, je sais qu'en France, une jeune fille en jupe peut avoir des problèmes dans les transports, etc. Alors que là-bas, par la force des choses, tout le monde est à moitié tout le temps à poil. Donc, il y a un rapport qui est un peu décomplexé par rapport à ça. Et puis, j'ai vu très jeune, donc je suis rentrée en France à l'âge de 13-14 ans. Ok. Donc, j'ai vu tout type de corps, puisqu'en Afrique, on valorise en fait les corps, enfin tous les corps finalement. Oui. Il y a beaucoup moins de diktat, en tout cas de beauté, je trouve, qu'en Europe, notamment en France. Oui. Et donc pour moi, ont évolué sous mes yeux d'enfants et de jeunes filles, tout type de corps. Quelle chance. Ouais, carrément, sans discrimination. Et donc c'est en France que j'ai découvert les diktats, le 36, pas trop ceci, pas trop cela, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Donc j'avais ce rapport voilà, assez distancié à mon corps jusqu'à le début de l'adolescence. Oui. Et quand j'y suis rentrée en France, donc, et dans l'adolescence, et voilà, dans puis dans une petite ville, etc., dans ce moment-là de ma vie, là, ça a été assez frontal. Okay. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait rentrer dans des moules, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, du coup, il a fallu un peu jongler avec ça, essayer de le comprendre, de l'intellectualiser, de pas trop en souffrir. Donc ouais, ça a été un travail de jongle pendant pas mal d'années. Mais tu parvenais, adolescente, à ne pas en souffrir? Enfin, à avoir, tu vois, ce libre arbitre à 13-14 ans? Oui et non, parce que déjà, quand je suis rentrée en France, j'étais celle qui venait d'ailleurs. Oui. Donc, déjà, il y avait une forme de rejet qui s'est déjà un peu fait quand je suis arrivée dans mon collège, en fin de collège. Donc, en fait, il y a une différence on m'a marquée d'une certaine façon au fer rouge. J'étais celle qui venait d'ailleurs ou que sais-je. Okay. Donc, en fait, dès le départ, j'avais un peu une étiquette de ne pas être comme les autres. Okay. Et puis après, en plus, quand je suis arrivée en France, j'étais déjà plus grande que tout le monde. J'étais déjà formée. J'avais déjà un corps de jeune femme. Donc, il y a déjà eu ça. J'étais bronzée. Tu vois, j'avais déjà un peu... Voilà, on me voyait un peu déjà plus dans la cour, en plus d'être la nouvelle, en plus d'avoir tout ce bagage-là. Donc ouais, non, il y a eu des moments très difficiles, mais effectivement, il a fallu composer avec, et je pense que j'ai beaucoup construit ma personnalité aussi avec ça, en me disant, ok, il me montre du doigt, en fait, on va essayer de montrer autre chose, donc j'ai toujours eu un peu, tu vois, j'aime pas trop cette expression, mais la grande gueule, où j'ai toujours été assez présente, tu vois. Bon, à l'époque, on faisait des manifs, des trucs et tout ça. J'ai toujours été un peu l'ado rebelle, pas tant dans les bêtises ou des choses comme ça, mais plus qui s'affirmait. Okay. Toujours à essayer d'être auprès des gens qui étaient un peu mis de côté enfin voilà, j'ai toujours essayé en tout cas d'exister par autre chose qu'un physique. J'ai jamais vraiment compris qu'on donnait une valeur à quelqu'un sur quelque chose qu'il peut pas maîtriser. Ça reste déjà encore aujourd'hui pour moi un grand sujet. Comment peut-on juger quelqu'un sur quelque chose qu'il ne peut pas décider? Je veux dire, la culture, l'intelligence, l'empathie, la gentillesse, ça, ce sont des valeurs que tu peux travailler. Oui. Mais le physique, tu nais comme tu es. Alors évidemment, tout le monde va me dire, mais oui, mais on peut faire du sport, des machins. Ok. Mais les traits de visage ou un métabolisme, des choses comme ça, tu peux pas aller contre la nature. Donc bref, voilà. Donc voilà, j'essaie de cultiver plutôt la personnalité
Et puis après, dans mon parcours de jeune fille, de jeune femme, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. J'ai eu une très grosse prise de poids au lycée qui était due changement, je pense, d'environnement déjà, de rentrer en France, plus chagrin d'amour, Ouais, ouais. plus petits soucis hormonaux. Et puis après, il y a aussi un bagage génétique qui fait qu'il y a des gens qui sont grands, carrés dans ma famille. Et donc, j'ai dû dealer aussi avec ça, gérer et cette prise de poids et cette perte de poids. Mais ce qui m'a amené aussi à réfléchir aussi sur le corps, sur qu'est-ce que... voilà, quelle est l'importance aussi de la santé dans cette prise de poids. Enfin voilà, ça a été pas mal de réflexions. C'était à quel âge ? Écoute, j'essaie de dater là, en vue du podcast, j'essaie un peu de réfléchir à ces étapes-là parce que comme je te dis, j'ai un rapport assez distancié avec mon corps. Oui. Tu vois, je bois très peu, je ne fume pas, je mange bio, je fais très attention à mon alimentation et à ce que j'ingère. Oui. Je pratique du yoga, je suis en bonne santé, je suis jamais malade, mais je n'ai pas un rapport esthétique particulier à mon corps. Okay. Donc du coup, j'ai essayé de me rappeler. Écoute, je pense que c'est vers 16-17 ans où j'ai dû prendre... je sais que je suis grande, je fais plus d'1m70, mais j'ai passé la barre des 100 kilos à ce moment-là. Facile, vraiment. Et j'ai dû reperdre 35 kilos l'année d'après. C'est quand même des fluctuations assez importantes. Ouais. Et avec des régimes qu'on faisait à l'époque, dans les débuts des années 2000, à base de hypocaloriques, des trucs qui sont hyper mauvais pour la santé et qui ont commencé à dérégler un peu mon métabolisme. Mais à l'époque, tu vois, j'avais 16-17 ans, tu vas voir une diététicienne. Oui, c'était avec ma mère, donc j'étais pas majeure. Et effectivement, la nana... sans aucun scrupule, te file des espèces de slim fast à la con et du coup, c'est pas top quoi. Parce que du coup après les prises de poids à venir sont après compliquées parce que le corps stocke, tu vois. Oui. Donc voilà, donc il y a eu ces moments-là où ça n'a pas été facile, mais en même temps assez bizarrement, je le voyais comme quelque chose d'un peu expérimental et non comme une fin en soi. C'est-à-dire que j'ai gardé une vie très sociale, des petits amis. Tu vois, un rapport à la séduction, au flirt et tout qui existait. Je sortais toujours avec mes potes. J'ai pas eu le sentiment... Alors peut-être qu'aujourd'hui, j'enjolive un peu le truc, tu vois, parce que ça a quelques années maintenant. Mais j'ai pas eu le sentiment que ce soit un truc qui a plombé ma vie. Oui. Tu vois ? Ok. Donc t'arrivais à te détacher de ton apparence et qui tu es. Ouais, je crois. Et puis il y avait le truc où j'avais aussi des copines qui étaient assez rondes. Et du coup, je faisais du théâtre avec elles. Et je sais pas, tu vois, on avait créé un truc où effectivement, on était un peu distanciés de ça, quoi. On n'était pas... j'ai pas le souvenir qu'on soit les parias du lycée ou que tu vois, comme peuvent les ados, les lycéens peuvent être hyper méchants. J'ai pas du tout ce sentiment-là. Ok. Donc ouais. D'un côté, quelle chance, et d'un autre, tu l'as provoqué aussi. Ouais, une chance. Après, c'est vrai que dès le départ, tu sens quand même le fameux diktat de la minceur. Puis en plus, moi, j'ai grandi avec... quand je suis rentrée en France, il y avait ces super modèles des années 90 qui étaient des femmes avec des corps complètement sculpturales, etc. Mais je sais pas, je crois que assez vite, dans ma vie, j'ai fait un deuil de ce corps-là. Et quand je dis un deuil, c'est parce que vraiment, il y a eu ce moment de prise de conscience où ça n'arrivera pas, en fait. Donc, ne cherche pas, tu vois, à essayer un jour de rentrer dans un 36 ou un 38, ça n'arrivera pas. Donc, sois OK avec ce que tu as, ce que la nature t'a donné, etc. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience qui a fait comme je te disais, j'ai toujours un détachement et une distanciation de ça. La prise de conscience, tu saurais la dater à peu près à la louche ? Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la prise de poids / cette perte de poids qui, in fine, je me suis dit, en fait, t'as pas changé si ce n'est que t'es un peu plus légère sur la balance.
Donc là, j'ai autour de 18-19 ans. Ouais. Et puis, il y a eu vraiment un moment donné où, quand je suis arrivée à Paris et que, tu vois, bon, voilà, il y a eu plusieurs moments dans ma vie à Paris, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie de toucher ça du doigt vers, je dirais, 24-25 ans. Ouais. Et j'ai fait la grosse bêtise de faire un régime à l'époque très, très en vogue, hyper protéiné. Ouais, avec, je vois lequel. je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas que les gens cherchent. Et j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Et en fait, là, c'était trop bizarre parce que je ne me reconnaissais pas. Vraiment pas. Je crois que j'avais jamais été aussi mince dans ma vie d'adulte. Et en fait, ce corps n'était pas le mien. Tu vois, vraiment, il y avait ce truc où ça y est, quoi, tu vois. Je m'habillais en 38-40 et c'était un Graal pour moi. Et j'y étais pas, quoi. J'y étais vraiment pas. C'était pas mon corps, voilà. Et bon, bah, ce fameux régime, comme tu le connais, tu sais que tu payes fort quand tu reprends une alimentation normale. Et donc, je suis revenue à peu près à aujourd'hui, quoi. Okay. Et c'était OK, en fait. Tu vois. Et il y a eu aussi, on en parlait un peu en préparant l'émission, il y a eu aussi ma grossesse, où tu vois, le corps change aussi. Oui. Et pareil, tu vois, j'ai pas mal de copines qui ont eu ces moments de grande angoisse. Est-ce que je retrouverai mon corps d'avant ? Est-ce que Et pareil, pour moi, le corps enceinte, c'est un passage, tu vois. C'est pareil, il n'y a pas d'angoisse autour de ça parce qu'encore une fois, il y a une distance avec ce corps. En fait, le projet, c'est que lui et moi, on aille jusqu'au bout le plus loin possible, qu'on soit en bonne forme, en bonne santé. Donc, en fait, les stigmates de la grossesse, les stigmates de la vie, du poids, etc., en fait, ça va avec. Et je pense qu'il y a eu ces étapes-là un peu qui ont jalonné où après, je me suis dit, allez, on est OK, on vit comme ça et ça va. Et donc, du coup, j'ai jamais eu le sentiment de souffrir ou en tout cas de vivre mal avec un corps qui n'est pas normé. Oui. Donc ouais, comme tu dis, quelle chance. En même temps, ouais, je l'ai provoqué, mais puis bon, là, on rentre dans une ère qui est hyper intéressante. On parle de body positive, et ça, c'est assez formidable. Oui. Mais ce que j'aime à rappeler, c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, j'ai eu des gens qui m'ont dit, putain, mais c'est super, tu t'assumes. C'est un mot que moi, j'ai pas envie d'entendre. Ouais. J'assume quoi, en fait ? Le fait de ne pas être dans ta norme. Donc, ça veut dire que je dois faire un effort supplémentaire pour accepter mon physique, mon poids, mon corps, etc. Ouais. Et en fait, ça ne me va pas, cette appellation. Le body positif, c'est pareil. C'est pas que les meufs qui ont... alors, tu as toutes les appellations marketing, curvy, size, ronde, nani, nana. L'idée, c'est que tous les corps sont beaux. Et dans le body positif, c'est les corps maigres, les corps minces, les corps handicapés, les corps avec des imperfections, les corps avec des taches de vie. Enfin, tu vois, c'est tous les corps, en fait. C'est pas juste le truc marketing des filles un peu rondes. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire, encore une fois, qu'on les met en avant comme si... J'avais justement vu un sujet sur TF1... la revanche des rondes. Tout ça m'énerve. Comme le truc sur M6, là, tu sais, qui accompagne des gens, ça s'appelle Opération Renaissance. Comme si tu étais gros, tu ne pouvais pas vivre. Et que le saint graal de ton bonheur, c'est parce que tu vas faire un tour de ceinture normé. Alors oui, pour avoir traité ce sujet sur le podcast avec Elodie, qui, elle, a fait une sleeve, donc l'opération la chirurgie de l'estomac, voilà. C'est souvent les mots qu'elles utilisent. Et c'est le fait de se voir renaître pour des raisons, tu vois, qui sont parfois autres que l'esthétique, parce qu'il s'agit purement de la santé. C'est ça. Quand ça touche la santé, c'est ce que je te disais, c'est hyper important de prendre soin de son corps. C'est vraiment très important. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'obésité, donc, comme ces jeunes femmes vivent, donc c'est des poids à 3 chiffres, avec des IMC qui sont quand même super dangereux, etc. Il ne faut pas oublier que l'obésité, c'est multifactoriel. Il y a effectivement un côté, il y a une génétique, mais il y a aussi des troubles de l'alimentation. Souvent, c'est des gens qui ont aussi des traumatismes psychologiques. Enfin, tu vois, il y a aussi des microbiotes qui font que l'intestin élimine différemment, etc. Donc, il ne faut pas oublier que, effectivement, l'obésité, c'est une maladie multifactorielle et que enlever du poids, ça ne suffit pas.
Oui, Il faut sûr. effectivement reprendre après une alimentation, réfléchir en profondeur pour pas que ça recommence, etc. Parce que les gens qui sont réduire l'estomac, tu peux avoir ce genre d'opération, mais continuer à manger hyper mal, mais en moindre quantité. Donc ton cholestérol, ton diabète, etc. Ouais, in ça fine, solutionne rien. ça change rien. Donc ça, c'est pour moi, c'est pour ça que aujourd'hui on met ça en avant comme si c'était, tu vois, la baguette magique. Mais c'est pas ça le fond du problème. Et encore une fois, ça c'est un truc qui peut parfois être pour moi un sujet, et je sais que je peux paraître un peu radicale là-dessus, mais la grossophobie ambiante pour moi n'a pas d'échelle. C'est-à-dire que on va faire des réflexions à quelqu'un qui va faire, ce qui est mon cas, tu vois, un 44. On peut faire la même réflexion à quelqu'un qui est sur, tu vois, autour de 120, 130 kilos avec de la graisse abdominale, etc. Et souvent, les réflexions sont un peu les mêmes. Et c'est ça, pour moi, aujourd'hui, où il y a un vrai sujet, c'est que, en fait, l'œil des hommes et des femmes est tellement habitué à une norme qu'en fait, ils ont oublié que les corps ont le droit d'exister et doivent exister aussi dans tout format. Ouais, mais alors pour autant la norme, en tout cas la moyenne, c'est un 42 en France et 40% de la population féminine française fait une taille 44 et plus. Mais c'est ça qui est dingue. Et c'est dingue ce que tu dis parce que moi je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que ces chiffres-là sont affolants. C'est que par contre, tu regardes sur les sites, le size commence au 44 ou le 44, le 0XL, et que dans beaucoup de magasins, quand tu rentres dans un magasin, le 42, 44, enfin le 44 correspond plutôt à un 42. Et par exemple, moi je sais qu'il y a plein de marques où je ne vais pas parce que je n'ai pas envie d'avoir cette discussion. Tu vas chez The Couples, le 42, moi je ne rentre pas le bras dedans. Tu vois, tu vas chez tu vois toutes les marques un peu sympas, les Maje, les Sandro, etc. Qui sont moi des marques qui étudiantes me faisaient un peu rêver. J'avais pas les moyens de me les offrir. Aujourd'hui un peu plus. Bah franchement, à part acheter un sac à main, je peux rien faire parce que tu rentres dans rien. Le 42, je ne le passe pas au genou. Et tu te dis mais les gars, vous avez rien compris. Et donc c'est là où tu te dis que il y a un vrai truc où en fait il y a un truc d'éducation à faire, c'est-à-dire que dans ma vie perso ou pro, tu vois, j'entends souvent des filles qui vont dire oh là là, non, mais j'ai pas envie de grossir, attends, je vais pas prendre ça, etc. Comme si prendre 500 grammes, 1 kg, 2 kg, 3 kg était a fortiori le désastre d'une vie. Il y a vraiment, tu vois, aujourd'hui dans notre société, prendre du poids, à part quand tu es enceinte. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'être enceinte. On va en reparler. Ouais, carrément. C'est qu'il y a vraiment un truc de la prise de poids est forcément négative. Pourquoi ? Parce que le gros ou la grosse est celui qui est fainéant, et celui qui se laisse aller, et celui qui a une mauvaise alimentation, etc., etc. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui déconstruire. Quelqu'un qui a une taille, comme tu dis, qui est la moyenne chiffrés des études aujourd'hui en France, 42-44. Ça, c'est les chiffres. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'une fille qui fait un 36-38, pour elle, passer au-dessus du 40, c'est le cauchemar absolu, quoi. Oui. Je te pose la question, mais je crois que je me la pose à moi aussi. Vas-y. Tu crois pas être influencée par le milieu dans lequel tu travailles et dans lequel on a évolué bien en sûr. tant qu'étudiante, mais toutes bien les sûr. deux. Le domaine de la com, Bien c'est sûr. quand même très, très grossophobe et très, très contraignant pour l'image des femmes. Bien sûr, mais je vais même te raconter une anecdote. Moi, quand j'étais en stage à l'EFAP, j'avais fait un stage dans une toute petite agence d'une dame qui à l'époque était ce qu'on appelle impresario, donc elle n'était pas de première fraîcheur. et en fait, elle avait comme client, donc elle gérait, tu vois, les relations publiques, et elle avait comme client une marque de barres protéinées. Alors, c'était pas Weight Watchers, mais c'était un truc un peu dans le même style, très 16e. Ok. Et je vais faire un stage là-bas. C'est spoiler, un stage qui a duré donc du coup 48 heures. Et j'accompagne la stagiaire que je devais remplacer à cet événement parce qu'il lançait une nouvelle saveur pina colada, donc des poudres dégueulasses, chimiques et tout ce que tu veux. Oui. Mais bon, bref, ils avaient en égérie une comédienne française, tu vois, un peu machin, rive gauche. Okay. Et cette dame donc me voit arriver.
parle à sa stagiaire du moment, elle lui dit bon, il va falloir aller à l'événement, mais et là elle me regarde avec un regard très insistant, en écarquillant les yeux, et la stagiaire que je devais remplacer lui dit mais oui, je vais y aller avec Anne-Laure. Et elle la prend à part, mais comme c'était une dame qui était déjà très âgée, son volume sonore, elle n'arrivait pas trop à le baisser, et je comprends en fait qu'elle lui dit ouais, mais pour l'image de marque, ça le fait pas quoi. Et en fait, j'étais choquée déjà de son impolitesse. Et surtout, tu sais, vraiment ce moment où moi, j'ai 22, 23 ans ou 22 ans, ouais, je me regarde dans la glace et je me dis, mais, enfin, tu vois, je fais pas de la dysmorphobie, quoi. Je me dis, mais, enfin, ok, t'as un gros cul, mais t'es pas non plus, tu vois, à un stade où les gens vont se dire publicité mensongère, quoi. Et j'avais trouvé ça hyper dur parce que, évidemment, comme je te disais, moi, ma réflexion, ça n'a pas été de m'auto-centrer et de me rouler dans cette espèce de, tu vois, d'insulte, entre guillemets, ou en tout cas de réflexion un peu naze. C'était surtout d'être dans l'empathie et de me dire, ah ouais, donc en fait, si je suis pas skinny, tu crois que je vais faire une publicité compliquée, ou en tout cas, je vais pas bien représenter la marque, mais en fait, juste t'as rien compris, meuf. Parce que la perte de poids, elle n'a pas forcément vocation à devenir maigre ou mince. Et comme tu le disais, on a évolué dans un milieu où effectivement, les filles sont minces, voire très minces. Les corps sont assez durement mis à l'épreuve parce qu'il ne faut pas manger, parce qu'il faut être la plus mince possible, la plus athlétique possible, etc. Et... Mais ça, c'est la réalité du monde. Tu vois, déjà, Paris est très comme ça. Et puis, c'est cette réalité-là où, effectivement, encore une fois, le patriarcat, on en parlait tout à l'heure, a mis aussi les femmes à cette place-là. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'en fait, il faut répondre à un fantasme, à un corps de modèle, etc. Et tout le monde n'est pas fait pour être taillé là-dedans. Et surtout, tout le monde n'est pas heureux avec un corps comme ça. Donc, ouais. À ce moment-là, du coup, chronologiquement parlant, on est où par rapport à ton régime ? Bah là, je dois être... c'est début des années... je te dirais, j'arrive à timer. Donc, j'avais déjà fait mon régime. J'avais déjà perdu du poids. Ah oui, d'accord. Parce que ça, c'était vraiment au lycée où j'avais pris beaucoup, beaucoup de poids. Et donc, j'avais déjà reperdu ce poids. Donc, quand je suis arrivée à Paris, à l'EFAP, en fait, moi, j'arriverai jamais à... je n'arrive pas à me jauger. Je suis incapable de dire quand on me décrit, qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on me dit, on dit c'est la grande, celle qui a beaucoup de cheveux ? Est-ce que c'est la fille qui est ronde ? Je ne sais pas ce qu'on dit. Et en fait, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Parce que à l'échelle des uns et des autres, ça va être différent. Je sais que tu vois, si on parle de rapport de séduction, je sais que je vais plaire à certains mecs. J'ai ma meilleure amie qui vit dans les DOM, et quand j'allais la visiter dans mes époques célibataires, quand j'allais dans les DOM, vraiment, mon corps, c'est un canon de beauté, quoi, là-bas. J'ai la peau très claire, j'ai les formes qu'il faut où il faut, et vraiment, avec ma pote, on était genre les reines de la soirée, quoi. Mais par contre, effectivement, dans les clubs parisiens un peu branchés, beaucoup moins. Parce que je ne corresponds pas à ces filles longilines, assez fines, très peu de poitrine, très peu de hanches, etc. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir les rondeurs branchées. C'est-à-dire, j'ai vraiment les rondeurs avec la taille très fine, avec des gros seins, avec des grosses hanches. J'ai la chance d'avoir ces rondeurs-là qui sont acceptées et acceptables. Parce qu'elles représentent des corps, tu vois, pin-up, un peu madone, etc. Ce qu'on appelle galipige. Mais c'est vrai que pour les filles qui ont des rondeurs... tu vois, différemment placées, c'est pas toujours facile parce qu'elles, on les voit encore moins, elles sont encore plus invisibilisées. Donc c'est vrai que l'entre-deux est compliqué. Et donc moi, je saurais pas, enfin tu vois, j'arriverais pas à te dire j'étais ronde, pas ronde, etc. Parce que pour moi, en fait, mon corps, il a suivi aussi mon chemin, tu vois. Donc du coup, j'avais perdu le poids que j'avais pris, donc j'étais retournée, entre guillemets, dans un corps plus en tout cas en meilleure santé, parce que cette prise de poids était effectivement pas très bonne pour plein de raisons. Et après, j'ai évolué comme ça avec, tu vois, des fluctuations dues à ma vie, dues à des petits excès, dues à des chagrins d'amour. Bref, tu vois, ça a évolué, mais je crois qu'il n'y a pas eu
Enfin, en tout cas, j'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour dire s'il y a eu beaucoup de changements ou pas. Ouais. Je crois en tout cas que j'ai toujours fait en sorte de prendre soin en tout cas de mon corps. Oui. Et alors justement, tu parlais d'un régime qui... le pas bien, ça. Le pas bien, voilà. Le pas bien. Mais du coup, tu as switché à un moment à une alimentation beaucoup plus saine, parce que tu en parlais aussi tout à l'heure. Bah, en fait, ce fameux régime que j'ai fait, c'était effectivement un peu comme tu dis. À ce moment-là, je me suis mise à mon compte, je sortais beaucoup. Effectivement, je travaillais beaucoup dans le milieu du spectacle. Donc, il y avait un peu un appel, parce qu'évidemment... il y a tout ce que je te dis, puis il y a aussi ce que tu as envie de faire parfois qui n'est pas hyper raisonnable. Puis je me suis dit, tente-le quand même, tu vois. Donc j'avais 24-25 ans, je l'ai fait, ce régime, j'avais des potes qui le faisaient et tout, ça faisait des miracles. Et ça n'a pas été une bonne idée pour plein de raisons, parce qu'en fait, quand tu manges ce type d'alimentation qui est recommandé, tu perds juste un truc fondamental qui est la joie de vivre, en fait. Donc c'était quand même assez boring. Mais je suis allée au bout et effectivement, je perdais... je crois que je suis passée de mémoire de 80 à 60 kilos, tu vois. Non, un truc comme ça, 78 à 60 kilos, quoi. C'était un truc de dingue. Et c'était fou, quoi, de découvrir ce corps-là qui, comme je te disais, me convenait pas, en fait. Pas. Non, pas du tout. Donc, tu retrouves la joie de vivre. Déjà, je retrouve la joie de vivre, c'est cool. Je retrouve mes kilos aussi. Ouais. Coucou les gars. Et c'est là où, effectivement, je me suis un peu fait la remarque de... en fait, juste... prends soin de ça, prends soin de cette enveloppe, prends soin de ce corps. Et donc, après, j'ai jamais été une adepte du fast-food. J'ai toujours cuisiné, j'ai toujours été assez en adéquation avec mon alimentation. Donc, mais c'est là où, effectivement, à ce moment-là, vers l'approche de la trentaine, où vraiment j'ai fait hyper gaffe. J'ai commencé à faire hyper gaffe à ce que je mangeais. Ok. Ouais. Et tu dirais que la trentaine, ça a transformé ta relation à ton corps ? Bah, en fait, la grossesse a pas mal aidé. Je suis tombée enceinte à 30 ans, 31 ans. Ouais. Et en fait, parce que du coup, j'ai pris très peu de poids pour ma grossesse, 8 kilos, je crois. Ah oui. 8-10 kilos. Ouais, ma gynéco, très cool, hein, elle m'a dit, en fait, meuf, enfin, ma gynéco parle pas du tout comme ça. Hein. Elle m'a dit, vous avez les réserves. Moi, je vous autorise à prendre du poids, mais gentiment, pas du tout, tu vois, c'était pas du tout une violence morale, etc. Hein. Mais elle m'a dit, vous avez les réserves, donc jusqu'à ce que le bébé prenne du poids, vous ne prenez pas de poids. Et donc, j'ai dû commencer à prendre du poids à 5-6 mois. Ma grossesse a commencé vraiment à se voir à 4-5 mois. Ah oui, d'accord. Bah oui, mais parce qu'en fait, j'avais les réserves nécessaires. Donc ce bébé s'est nourri là où, tu vois, où il y avait déjà du stock. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, hein. Les corps gynoïdes dont je fais partie sont des corps qui, en fait, sont souvent en très bonne santé, n'ont pas de cholestérol et pas de diabète, pour la simple et bonne raison, c'est que, tu dois le savoir aussi bien que moi, ce qui est pas bon pour le corps, c'est la graisse stomacale. Donc, tout ce qui est autour de la ceinture. Donc, pour les hommes, quand ils commencent à prendre du poids là, il faut faire attention au cœur, au cholestérol, au diabète. Mais c'est pareil, les femmes qui prennent du poids au-dessus de la ceinture, donc autour du ventre, voilà, c'est là où effectivement, vers 40, 45 ans est passé, c'est là où effectivement, faut faire très attention à cette graisse-là, parce que c'est elle qui va être sur les organes vitaux et pas être bonne. Donc, effectivement, les graisses qu'on stocke, nous les femmes, au niveau des hanches et au niveau des fesses, sont souvent pour préparer une grossesse. Donc quand tu les as déjà, en fait t'as pas c'est là quoi, le frigo est déjà plein. Donc j'ai pris vraiment du poids à ce moment-là, j'avais pas un très gros ventre et du coup et c'est ça qui était intéressant, c'est que à ce moment-là, il y a déjà le truc des hormones où tu te sens, tu vois, une super femme de porter la vie. Mais il y avait vraiment ce truc où je me suis dit, je suis tombée enceinte dès que j'ai eu cette chance incroyable, et je sais que c'est vraiment pas le cas de beaucoup de femmes. Je suis tombée enceinte quand j'ai voulu. J'ai eu une grossesse extra. J'ai pas galéré, ça a été très simple pour moi. Tout a été très simple dans cette grossesse, que ce soit tu vois, le fait de choisir de faire un enfant, de tomber enceinte, de porter cet enfant et d'accoucher. Et l'enfant lui-même était simple. Donc, et c'est là où je me suis dit, quand j'ai mis au monde mon fils, t'as fait un super taf, quoi. Et je parlais à mon corps, t'as fait un super taf. T'as été cool, quoi. Donc, en fait, je vais arrêter d'essayer de rentrer dans un truc qui n'existe pas, qui n'existera pas, qui n'est pas ta réalité, qui ne le sera jamais. Donc, en fait, il y a tellement de choses plus importantes que se regarder, tu vois... Enfin, là, je regarde ton miroir
dans ton studio, mais tu vois, il y a ce truc vraiment de ma cellulite, mon machin, mon truc. En fait, au bout d'un moment, quel temps perdu, quoi. Donc, c'est là où je lui ai dit que c'était OK, tu vois, et que je ferai toujours tout en sorte pour que de bien le traiter. Bon, alors Anne-Laure, j'ai repoussé la question le plus longtemps possible. Mais la question, c'était quel est le moment clé de ta vie de femme qui a transformé ta relation à ton corps et donc à tes vêtements? Ce serait la grossesse? En fait, tu sais, il y a la grossesse, effectivement, qui a changé, en fait, le fait de décider de faire la paix avec moi-même. Oui. Il y a eu vraiment ça. Et après, je crois que c'est... Je ne sais pas si je vais te dire un moment clé, mais en fait, il y a une étape clé qui est un peu cette étape charnière aujourd'hui. Alors évidemment, hein, le regard de mon amoureux sur mon corps, il aide énormément. Oui. Le fait aussi d'avoir des amis de tout corps, de tout type, de tout style différent, Ouais. et de les trouver belles et merveilleuses. Et surtout, c'est un truc dont je n'ai pas parlé avant, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais compris aussi vraiment la concurrence entre les femmes. Je ne comprends pas ça. Et des fois, je le dis en rigolant, tu vois, ne serait-ce aussi qu'avec ce podcast où je fais parler des hommes sur leur sexualité, c'est que j'ai vraiment, moi, cette bipolarité dans mon esprit homme-femme, où j'aime les femmes, vraiment, j'aime les hommes, vraiment, j'aime les humains, et je ne comprends pas la critique facile sur les femmes. Oui. Et tu vois, je suis la première à dire à mes potes, quand elles critiquent une meuf, etc., sur son corps, bah non, c'est pas cool. Oui. Tu vois, je vais faire un truc un peu grossier, mais si la nana a envie de s'habiller en cagole avec des ongles de 3 mètres, avec tu vois, des énormes seins, etc., Ouais. si elle se trouve belle comme ça, c'est OK, tu vois. Ouais. T'as Ouais. pas à dénigrer son physique parce que toi, tu juges qu'il est cheap ou de mauvais goût. Et inversement, si une fille qui fait, je sais pas, une taille... je parle pas de poids parce que pour moi, ça veut rien dire le poids. Ouais. Mais tu vois, une fille qui fait une taille 54 et qui est bien dans son corps et qui est vivante et qui a pas de problème de santé et qui est super sapée, c'est OK. Et s'il y a une fille qui, tu vois, a besoin d'aller à la salle tous les matins pour sculpter ses abdos et tout, c'est OK en fait. Ouais. Pourquoi obligé de dénigrer l'autre pour te sublimer toi? Ouais. Ça, je n'ai jamais compris. On se rejoint là-dessus. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, j'ai pas eu de moment clé. Genre, j'arrive pas, tu vois, à vraiment le timer. Mais ces dernières années où je vois des corps différents, invisibilisés jusqu'à maintenant, prendre place dans l'espace public, Ouais. le fait aussi d'être à la rencontre des hommes et d'entendre qu'ils aiment tous les corps. Ouais. Tu vois, dans mon podcast, quand je demande aux mecs, mais est-ce que tu as un style de meuf, etc., franchement, 90% du temps, non. Ouais. Alors que nous, enfin, je dis nous, je me mets dans les femmes, tu vois, mais pourquoi on se fait aussi, entre guillemets, bonne? Pourquoi jusqu'à ce que tu aies une réflexion poussée avec toi-même, tu le fais pour séduire? Parce qu'on t'a installé dans la position d'une femme qui doit séduire. Bien sûr. Et tu vois, c'est mon associé souvent qui prend cet exemple où quand elle a commencé à bosser et être entrepreneur, tu vois, elle avait envie de mettre des talons pour un peu, tu vois, donner le change, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle se pose la question, pourquoi je veux mettre des talons? C'est inconfortable, j'ai mal au yep, je cours toute la journée. Oui. Et elle a un super look, elle est hyper stylée, mais elle aime être en sneakers. Et en fait, à un moment donné, elle s'est dit, bah en fait... je vais les mettre, je vais pas mettre des talons parce que ça donne une image qu'on a envie que je donne. Et en fait, c'est ça la réalité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de voir ces corps qui commencent à prendre de la place dans l'espace public, qui existent, qui sont beaux, qui vivent, qui revendiquent le fait, tu vois, d'être aussi désirable, aussi sexy ou pas, parce qu'on a le droit aussi de ne pas vouloir être sexy, etc. Bah en fait, dans mon rapport à moi, le mien, ça m'aide quand même vachement aussi à me laisser... plus en phase avec mes envies de fringues, des choses que peut-être j'aurais pas osé parce que, tu vois, c'est un peu too much, etc. Et donc ouais, c'est cette révolution-là, en tout cas, m'aide beaucoup. Et alors, cela dit, en termes de timing, donc tu as eu ton bébé en 2016, Yes. année de MeToo, C'est vrai. et le mouvement body positive arrive peut-être un an après. Ouais, carrément, on est un peu dans... Ouais, c'est vrai que c'est les 5 dernières années, t'as raison, c'est un peu... Je pense qu'après, il y a inconsciemment le fait aussi
consommé pas mal les réseaux sociaux par mon métier parce que j'aime sûr. bien, a sûrement joué aussi, tu vois. Ne serait-ce que quand tu ouvres Instagram aujourd'hui, des corps comme celui d'Ashley Graham, t'en vois de plus en plus. Enfin, donc du coup, je pense qu'il y a aussi ma rétine et mon cerveau se sont aussi habitués peut-être à voir des corps plus size, de voir des looks plus affirmés, etc., etc. Donc je pense que c'est la conjoncture de tout ça, carrément. Ouais. Ok. Et alors, cette révolution globale et la maternité, est-ce que ça a impacté la manière dont tu t'habilles ? Écoute, moi, alors avec les fringues, c'est pareil, j'ai un rapport très particulier avec les fringues. C'est-à-dire que pendant très, très, très longtemps, jusqu'à d'ailleurs presque récemment, je m'habillais pas avec les vêtements que je voulais, mais avec les vêtements qui m'allaient. Oui. Tu vois la différence ? Oui. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, je vais faire un truc que tout le monde imagine. Le slim, je trouve ça cool. J'aimais bien le look que ça faisait, mais pas sur moi, donc je n'achetais pas de slim. Et j'achetais un mum jeans ou un taille haute. Et en fait, pendant très longtemps, ça a été ça. Pendant très longtemps, je n'osais pas trop les imprimer parce que j'entendais que les imprimer, tu vois, c'était... ça pouvait ne pas aller, etc. Enfin, quand tu as un corps un peu plus fort et tout ça. Et pareil, pas de bretelles fines parce que quand tu as les bras un peu ronds, pas de décolleté quand tu as de la poitrine et tout ça. Donc pendant longtemps, en fait, j'aime la mode, je regarde beaucoup de trucs autour de la mode, etc. Mais je ne consommais pas les pièces qui étaient supposées ne pas m'aller. Oui. Et depuis pas si longtemps, en fait, maintenant, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que si un truc me plaît, si un truc, tu vois, s'il y a un, je sais pas... là, tu vois, voilà, j'ai pas la veste qui va avec, mais tu vois, j'ai un pantalon à carreaux, etc. J'ai la veste qui va avec. Je suis en total look. On dirait un peu que je vais au golf quand je mets ça. Mais en vrai, tu vois, il y a peut-être quelques années, je l'aurais pas pris parce que c'était trop d'imprimés. Et maintenant, en fait, je m'en fiche. Il y a vraiment ce truc où, tu vois, j'ai encore plus distancié ce rapport-là en me disant... habille-toi comme tu veux, et le maître mot c'est aussi t'es bien dans tes fringues, il faut que ce soit aussi confortable. Il y a pas que le côté maintenant j'ai un enfant et tout, c'est aussi parce que j'ai jamais aimé trop être dans des trucs serrés. Moi je bouge beaucoup, je suis assez hyperactive, j'aime bien je marche, je suis pas capable d'être trop longtemps derrière mon bureau et tout. Donc, j'ai toujours été aussi dans des fringues pratiques. Mais au-delà de ça, j'ai pas envie, tu vois, d'avoir un soutien-gorge qui me cisaille, d'avoir les cuisses qui se frottent ou des machins. Donc, j'essaie toujours de m'habiller alors, pour les cuisses qui frottent, je fais une petite pub pour Cuisseau. Oui, j'ai vu ça. Tu sais quoi ? J'ai vu leur compte Insta. Donc, c'est des cyclistes pour éviter que les cuisses se frottent. Made in France, et ça a l'air super. C'est super. Et ça s'écrit C-U-I... Cuisse O-O-H. C'est ça. À la fin. Ouais, voilà. Ça a l'air très très bien. Non, mais t'as raison. Fermé, mes petites pubs pour Léa. Ouais, mais carrément, j'ai prévu de m'en commander parce que effectivement, t'as la crème qui est vachement bien avec les classiques Uriage et tout ça, Barrière-Derme. Mais c'est vrai que le cycliste comme ça a l'air très cool. Donc ouais, effectivement, j'avais vu ça passer. Et mais ouais, il y a ce truc voilà où quand t'as envie du confort, bon bah voilà, tu vas choisir aussi un peu tes fringues en fonction, tu vois. Mais aujourd'hui, je m'interdis vraiment plus grand chose, quoi. Ok. Alors cela dit, c'est quand même le Graal que d'avoir une telle réflexion et de se dire ok, je porte ce que j'aime et non ce qui me va. Ouais. C'est valable pour une femme qui s'aime. Bah alors j'ai envie de te dire oui, c'est le Graal. Après, encore une fois, comme tout, c'est pas manichéen quoi. C'est-à-dire que c'est pas je m'aime ou je m'aime pas. Il y a des jours où c'est compliqué. Là, en ce moment, c'est pas ouf, tu vois. Mais en fait, c'est que ce qui m'intéresse, et ça, c'est une réflexion qui est un peu plus long-termiste, c'est au-delà, effectivement, du physique, qui est une part de moi. Il y a aussi tout le reste que je cultive. J'essaie, en tout cas. Et sur les énergies, sur être proche des gens que j'aime, de mettre fin à des relations qui sont difficiles pour moi. Enfin, en tout cas, voilà, dans un avancement et dans un épanouissement personnel, je pense que c'est un tout, tu vois, c'est une espèce de forme d'alignement. Et donc, le physique et cette enveloppe que j'ai fait partie de ce tout-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi lâcher là-dessus, quoi. C'est-à-dire que évidemment, je ne serai jamais une fille qui fait du 36 et qui a des jambes de 15 mètres de long. Tu vois, c'est un peu ma blague des fois.
Enfin, ça, c'est une blague qui revient où je me dis, putain, cette année, c'est con, ils m'ont pas appelé pour Victoria's Secret, je comprends pas. Enfin, tiens, je fais des blagues à la con comme ça, mais parce que je sais que ça n'arrivera. Je ne suis plus dans cette quête-là. Je l'ai pas beaucoup pété, à vrai dire, mais en tout cas, c'est fini. Ouais. Et quand je dis c'est pas manichéen, parce que il y a évidemment le regard des autres où à un moment tu t'en fous. Il y a le regard des gens que t'aimes, notamment la personne qui partage ta vie, qui est primordial. Ouais. Et j'ai cette chance-là d'avoir quelqu'un de très juste dans son regard. Il y a le regard que tu as avec toi-même. Il y a ce que tu cultives intérieurement. Il y a ce que tu as envie de laisser aussi sur cette terre. Donc en fait, tout ça combiné fait qu'au bout d'un moment, en fait, ces choses-là, finalement, qui sont assez superficielles en vrai, tu as envie de t'en détacher. Parce qu'il y a tellement plus grave, tu vois, ou tellement plus important. Et c'est vrai que, comme tout à chacun, j'ai mes défauts, mais je crois pas être quelqu'un de très narcissique, voire quasiment pas. Okay. Et donc, du coup, par exemple, je ne me regarde jamais dans un miroir. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est pas que je ne veux pas me regarder, c'est que vraiment, je n'y pense pas. D'accord. Parce que mon image, finalement, tu vois, il y a vraiment ce truc, comme je dis, j'ai pas été élevée là-dedans. Donc, je garde, en fait, voilà, une forme de... Alors, j'aime me maquiller, j'aime m'apprêter, j'aime me fringuer et tout, mais ce n'est pas pour moi quelque chose de primordial. Ouais. Oui, mais alors quand même, t'aimes ça. Parce que je me souviens de la première fois que je te vois, je m'étais dit, mais waouh, mais quel style. Non, mais vraiment. Et quand je repense à toi, bon, il n'y a pas que ça, évidemment, mais il y a ça quel aussi, style. mais vraiment. Ah ouais. Bah écoute, je sais pas. Écoute, après, je crois qu'il y a aussi une question d'énergie dans ce qu'on met dans les fringues, quoi. Moi, j'aime bien les couleurs, c'est que je mets beaucoup de couleurs. Après, il y a un truc, je pense, bon, ça, tu le sais mieux que moi parce que c'est ton métier, mais il y a aussi un truc, après, t'es un peu guidé sur des trucs qui te vont bien, où tu sais comment tu te fringues et tout ça. Enfin voilà, il y a des coupes qui te vont mieux que d'autres. Bon, voilà. Mais je crois que c'est aussi beaucoup une question d'énergie, tu vois, et de ce que tu as envie de donner, quoi. Après, je me rappelle à l'EFAP, quand je te donnais cours, comme j'étais assez jeune, je sais que je mettais beaucoup de vestes pour faire genre... j'étais un peu une daronne, tu vois. Mais c'était marrant. Mais après, ouais, je sais pas. Après, le style en soi... moi, il y a quelque chose chez moi qui oscille entre le un peu prépi, je suis un peu hippie par moment, et j'ai des pièces quand même un peu grunge, un peu rock de ces époques-là que j'aimais bien. Donc je mets souvent, tu vois, des grosses creepers un peu hautes et tout ça. Mais en même temps, tu peux mettre à Coachella, j'ai des robes vraiment un peu décalées. Donc je sais pas, je crois que j'aime. Ouais, j'ai pas un style défini, tu vois, mais je crois que j'aime. Voilà, j'assemble en tout cas ce qui sur le moment et je reflète souvent ce que je dis souvent. Hein, mes fringues reflètent beaucoup mon état d'esprit, quoi. Ouais. Mon humeur, mon moment, mon truc, tu vois. Top. Ouais. Et dernière question. S'habiller à sa juste valeur, Anne-Laure, pour toi, ça veut dire quoi? C'est une bonne question. Alors, je vais un peu contourner ta question, mais je pense qu'il est intéressant aujourd'hui, dans toute la quête dont je te parlais, aussi d'avoir une réflexion sur sa consommation. On parlait de Cuissot, tu vois, qui est du Made in France. Moi, je sais que de plus en plus, j'essaie d'avoir cette réflexion sur la juste valeur du vêtement. Ouais. La fast fashion, c'est facile, c'est sympa, c'est cool, ça donne envie. Je te dis ça, en plus, j'ai fait une commande il n'y a pas longtemps, j'ai un peu honte, donc je vais faire comme si elle n'existait pas. Mais aujourd'hui, moi, j'essaie vraiment de consommer autrement, à la juste valeur, c'est-à-dire vraiment le besoin. Donc, bon, ça, c'est plus des gens comme toi qui savent le faire, mais tu vois, les bons basiques, les bonnes fringues et tout ça. Mais aussi la seconde main ou encore le Made in France. Moi, je sais que je précommande pas mal sur des jeunes marques, enfin des marques comme Make Me Lemonade où j'aime bien son travail, mais aussi j'ai trouvé des combis hyper cool, une créatrice qui s'appelle Le Mono, donc c'est de la précommande, donc elles font à la demande, donc enfin voilà, j'essaie un peu d'avoir cette réflexion-là un peu plus intelligente pour justement consommer à la juste valeur du vêtement. Mais quelle jolie réponse. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu aussi ça qui est important pour moi, c'est que on a la chance, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans, de trouver maintenant de plus en plus d'offres, surtout dans les tailles un peu plus grandes, tu vois. Je te parle de Make Me Lemonade parce que je trouve ça extraordinaire qu'elle aille jusqu'au 52-54 sur les mêmes modèles où elle va être en 34-36. Et je trouve ça vraiment charmé. Et ce qui, techniquement, est compliqué.
pour le coup. Je sais, ouais, j'ai lu ses newsletters, ça a l'air compliqué, mais elle le fait, quoi. Ouais. Et ça fait plaisir, et t'as pas à aller chercher un onglet size, tu vois. Ouais. Donc t'es là où tu fais, bah putain les gars, quoi, tu vois. Et ça fait plaisir, quoi. Et du coup, et oui, t'as raison, techniquement, ça doit être très, très compliqué. Mais elle le fait. Et donc, et surtout les modèles, tu vois, sur le site les portes. Donc, tu peux en plus projeter ton corps. En plus, elle met les mesures et tout, parce qu'on est, tu vois, un 44, le mien n'est pas celui de la voisine. Enfin, et non. Donc voilà, donc les tailles diffèrent et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette réflexion-là où la juste valeur aujourd'hui, c'est aussi sa consommation de fringues. Réfléchir ce dont j'ai besoin, mes plaisirs, c'est quoi, une paire de shoes, c'est cool, mais peut-être j'essaie d'aller, je fais réparer quand la shoes est pétée. Enfin, tu vois, voilà, avoir un peu plus cette réflexion-là. Moi, j'ai jamais compris qu'on mette 6 000 balles dans un sac à main. C'est quelque chose qui n'est pas ancré en moi. Toutefois, bon, si t'as les moyens, c'est cool et tout ça, hein, mais voilà, c'est juste réfléchir, c'est quoi tu vois, si t'as les moyens de mettre 6 000 balles dans un sac, j'espère que tu donnes le double à une association. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et pas que tu manges des pâtes toute l'année pour te l'offrir ce sac. Avant de mettre, tu vois, des sommes exorbitantes dans des achats comme ça, ou dépenser tous les mois 300 balles chez la Zara qui exploite des gens. J'espère que ce même argent, tu le mets pour aider les gens en bas de chez toi, pour aider les mômes qui vont pas bien, pour la violence des femmes au sein de leur foyer. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est ça la juste valeur. Ok. Merci Anne-Laure pour ton partage passionnant. Où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, bah écoute, en Drôme, non, je plaisante. Bah, en fait, on me retrouve après, si tes auditeurs et auditrices sont curieux, le podcast On the Verge. On the Verge podcast, qui est cool, qui marche bien et qui a... parce qu'on parle de sexualité, mais on parle de plein d'autres trucs aussi, du rapport au corps, hein, pour faire des items qui sont communs, mais on parle aussi des rapports entre les hommes et les femmes, entre les hommes, entre eux, de l'éducation, parfois de religion, de politique. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. C'est vraiment donner la voix aux hommes. Bon, on parle de cul, évidemment, mais c'est donner la voix vraiment aux hommes sans tabou, sans jugement. Et l'envie était vraiment de leur laisser un espace safe, bienveillant. Parce que même si, effectivement, le patriarcat est très présent, c'est une réflexion aussi à avoir, c'est que les hommes sont aussi victimes de ce patriarcat. Et que c'est important aussi de leur donner de la place. Bravo et merci. Merci à toi. Vous êtes toujours là ? C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il est urgent de s'aimer mieux. D'ailleurs, afin d'aborder des sujets toujours plus personnels, je réfléchis à vous proposer ponctuellement des épisodes anonymes. Alors si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire aussi intime soit-elle, je vous propose de m'envoyer un mail et de me parler du fameux moment clé de votre vie de femme qui a bouleversé votre relation à votre corps et à vos vêtements. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles. Ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde d'Imperfection.